Je vais continuer à parler de la poésie. Alors, j'ai donc dit dans ce livre, ce livre que j'ai écrit, après, que j'ai mis 13 ans à écrire après la parution de mon premier livre. Il y a deux chapitres consacrés à la poésie, un à la poésie amoureuse et un autre à la poésie guerrière. Alors, la poésie amoureuse, bon, j'ai dit que l'un des thèmes c'était la solitude de l'amant des aimés. Bon, bon, c'est mis en scène dans la poésie, notamment dans le dans le motif de la déploration sur le campement abandonné, emprunté à la poésie arabe. Il y a aussi quelque chose qui, là, je crois, est spécifique au Touareg, qui n'est pas tout à fait absent de la poésie arabe, mais qui, là, est très développé dans la poésie Touareg. C'est que euh, l'image qu'on utilise volontiers pour dire la souffrance amoureuse, c'est une brûlure. Celui qui aime et qui aime d'un amour mal rendu, à l'âme qui brûle. Alors ça, là encore, c'est une chose qui nous est pas étrangère. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut se rappeler le sens du mot sauf, que je traduis par solitude. Sauf, c'est la solitude. Donc, le narrateur éploré de la poésie touareg, il est dans la solitude. Celle qu'il aime est loin. Et loin, il est aussi dans la solitude. Elle est loin, peut-être. Elle est loin au sens qu'elle ne veut pas de lui. Enfin, je veux dire, il ne peut pas espérer la rejoindre. Alors souvent, quand même, il est en marche vers sa tante. Il y a beaucoup de poèmes qui décrivent la marche du narrateur vers la tante de l'aimé. Et d'ailleurs, c'est une chose dont je ne m'étais pas aperçu à l'époque où j'ai écrit ce livre, ce livre, Jean de Parole. Je l'ai réalisé que plus tard, alors que c'était pourtant aveuglant. Systématiquement, oui, le poème, le narrateur est seul et il est en marche vers la tante de l'aimé. Que souvent il ne l'atteint pas. Le poème décrit la marche, mais l'arrivée à l'attente est très rare. Bon. Mais ça veut dire que la femme qu'on chante est une femme divorcée, ce que les Touaregs appellent une tamessoit. Bon. Une femme divorcée, une femme qui est maîtresse dans sa tente. On ne chanterait pas, ça serait quelque chose d'indécent de chanter des amours adultères. Enfin bon. Ça serait non plus peut-être pas très convenable de chanter l'amour d'une jeune fille pas encore mariée. Bon, les femmes qui sont chantées dans la poésie, ce sont des femmes libres d'elles-mêmes et libres de leur tante. Bon. Donc le narrateur est en marche vers la tante de l'aimé, qu'il espère atteindre et dont il espère recevoir les faveurs. Et la souffrance qu'il éprouve dans son incertitude, c'est une brûlure. Mais la solitude où il est, sauf où il est, c'est son état moral, mais c'est aussi les contrées qu'il traverse. Il traverse des solitudes. Bon. Et la poésie touareg joue sur les deux acceptions du mot. Bon. Bon. Il est dans la solitude et il traverse des contrées solitaires. Et il souffre d'une brûlure, mais cette brûlure, elle est double. Elle est morale, c'est la brûlure de son amour, et c'est tout simplement la brûlure de sa soif. Il traverse des contrées arides. Et il y a des poèmes où on joue là-dessus. Par exemple, là, c'est un petit fragment que le père de Foucault a recueilli. Je cherche un remède à mon amour, mon cœur souffre, je ne sais que faire, j'ai soif d'une eau, je ne puis en boire. Alors l'eau dont il a soif, c'est évidemment les faveurs de l'aimé, mais c'est intéressant que ça soit décrit comme... Et l'arrivée auprès de l'aimé, quand elle est évoquée, mais elle est purement évoquée comme un espoir, quand elle est évoquée, c'est justement la fin de cette double soif, de la soif, de la brûlure du cœur, et aussi de la brûlure du corps, parce qu'on a traversé des contrées arides. Et souvent, le narrateur se décrit comme arrivant, c'est plutôt quelque chose dont il rêve, arrivant auprès de l'aimé, et il dit donne-moi ton eau fraîche. C'est-à-dire, accorde-moi la faveur d'un entretien. Les poèmes touaregs sont en général sont toujours très décents. Les faveurs, quand elles sont évoquées, c'est un entretien. Quelques instants passés auprès de toi.
Il y a un seul poème parmi ceux que j'ai recueillis et que j'ai publiés où, où apparemment on comprend que le narrateur a reçu un peu plus, mais ça se passe un peu comme dans les films d'Hollywood à l'époque où ils étaient décents, ce qui ne sont plus guère. C'est-à-dire qu'on voit la nuit tombe sur les amants et puis, paf, l'image suivante, c'est le jour se lève. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que le narrateur se décrit comme arrivant à la tente, et c'est assez intéressant parce qu'il arrive à la tente, et il dit à la femme aimée, ta solitude était en moi qui me tuait. Et Sofnam dit en Ran. J'étais mort de ta solitude, mais solitude, alors là, qui est le sens qu'a le mot soledad en espagnol, la souffrance d'être loin de toi. Bon. Euh, et la femme lui répond, calme-toi, mon aimé, ta solitude était en moi aussi. Bon, c'est-à-dire qu'elle se montre favorable. Et il ajoute, il y a un vers où il dit, ceux qui ceux qui entrent dans la tente, qui entrouvent la natte de la tente, se retirent confus en rajustant leur voile. Ça veut dire qu'on comprend qu'ils sont là à converser le soir, et puis il y a des gens qui arrivent, bon, puis qui comprennent que non, on dérange. On dérange, ils sont en train de discuter. Bon. Mais l'image suivante, si je puis dire, c'est le lever du jour. Le lever du jour, dire, il sort de la tente, il fait déjà jour, et mon chameau me regarde en disant les vieillards, parce que souvent le chameau s'adresse, hein, c'est le compagnon du narrateur, il s'adresse à lui en disant mon chameau me blâme et me dit les vieillards te regardent. Ça veut dire qu'il a fait ce qui n'était pas bien, c'est de partir après le lever du jour. Il s'est attardé. En principe, quand on rend visite à une femme, et dans la poésie comme dans la vie, enfin, euh, on prend garde à ne pas la compromettre, on s'en va avant le lever du jour. On arrive bien après le coucher du soleil, et on s'en va avant, de sorte que il ne s'est rien passé. On n'a rien vu. Bon, là, il a fait une faute. Bon, donc là, voilà un poème où est évoqué, bon, l'aimer à donner des faveurs qui sont un peu plus qu'un doux entretien, mais de façon intéressante, aussitôt le poète disant part sur un long passage où il dit ah je suis un mauvais homme, j'accorde plus de prix à cette femme qu'au commandement de Dieu, alors que viendra le jour où il ne restera plus rien que tout cela. Et il y a une évocation assez saisissante de la dévastation de la terre au moment du jugement dernier, au moment de la fin du monde. Que même ce poème qui est pendant un instant heureux s'achève sur une peinture de désolation et de solitude absolue. Bon, bon. Donc, tout ça pour dire que il est rare qu'on reçoive des faveurs de l'aimer. On en rêve, mais on n'y arrive jamais. Et par exemple, autre passage où, de façon intéressante, on joue sur la brûlure, hein, le fait que c'est une double brûlure. Alors là, le poète se décrit comme sur le point de mourir de désolation et même de mourir dans la solitude. Alors dans la région d'Agadez, il y a un groupe de gens qui, d'après les textes qu'on a, ont fait partie autrefois de l'ensemble touareg, qui ne le sont plus aujourd'hui. Ils parlent une langue mêlée de sonrail, mais ils sont quand même très liés, les sociétés sont quand même mélangées, très mêlées à la société touareg, c'est les Igdalen. Igdalen, c'est un vieux mot, on le trouve chez les auteurs arabes. Les auteurs arabes, c'est les Godalas, qui parlent. Il y a des gens, parmi les Almoravides par exemple, il y a des Godalas. Et on le trouve peut-être même chez Salus, qui parle des Guetoules. Enfin, bon, c'est donc visiblement de vieux habitants de la région, bon, qui ont dû faire partie de l'ensemble berbère, qui aujourd'hui ne sont plus que sur le lisière de l'ensemble berbère. Ils parlent le touareg parce qu'ils interagissent avec le touareg, mais leur langue, c'est une langue mêlée de sonrail. Et ce sont des religieux, et la mission qu'ils se donnent, c'est d'enterrer ceux qui sont morts dans la solitude, afin que leurs cadavres ne pourrissent pas sans sépulture. C'est le devoir pieux qui s'impose. Donc là, alors au singulier, c'est Agdal. Hein. Donc là, le poète se décrit comme sur le point de mourir, et il y a un Agdal qui se penche sur lui. C'est-à-dire qu'il est sur le point de se mourir, il est seul, de mourir seul. Pour qu'un Agdal vienne vous voir, c'est qu'on est sur le point de mourir dans la solitude. Je crois voir un Agdal qui se penche sur moi. Mon ami, me dit-il, te reste-t-il des forces ?
Et là, le poète continue, il est connu de moi, et il s'adresse à lui, à Nagdal. Salman lui dit, Jalon, la soif me fait mourir, donne-moi ton eau fraîche, répands-la sur mon flanc pour rafraîchir mon âme. C'est visiblement la double soif, donc on joue sur cette métaphore-là. Alors par contre, comme je l'ai dit, l'arrivée auprès de l'aimé, c'est la fin de cette soif, et l'aimée elle-même est décrite avec des images de verdoyance. Sa peau est douce comme une herbe fraîche, on évoque la couleur, sa peau et la couleur des arbres. Dans la région, les gens sont très foncés, et le mot utilisé pour décrire la couleur, bon, c'est zazoen, qui est le même mot qui sert à décrire la couleur des feuilles. Bon, en vert, c'est un peu gênant de dire que quelqu'un est vert, mais en tout cas pour les gens, c'est la même teinte. Bon, et ça, on en joue quand on loue le teint de la femme aimée. Bon. Et elle est éventuellement décrite, alors là, comme dans la poésie arabe, à des pouliches ou à des gazelles, mais on insiste sur le fait que ces pouliches et ces gazelles sont sur des terres herbeuses. Donc par contre, il y a vraiment ce contraste dans la poésie d'où je vois admirablement l'aridité de la souffrance amoureuse, bon, qui est une aridité à la fois physique et morale, et la verdoyance du côté de l'aimé. Elle voudra ou non nous faire goûter cette verdoyance, mais elle est peinte avec des images de verdoyance. Et des fois, d'ailleurs, bon, le poète développe ses métaphores et oublie finalement, développe les métaphores sur elle-même. C'est de la poésie. Bon, c'est de la poésie, développe et on oublie qu'il est question d'une femme aimée. Je donne ce passage-là. Je m'en irai vers elle en menant au galop mon chameau frémissant, un mâle rubicant, vers elle dont le teint surpasse dans l'éclat ces jardins qu'on irrigue à l'ombre de l'Aïr. Alors, l'Aïr, c'est les montagnes qu'il y a au-dessus d'Agadez, qu'il y a au nord d'Agadez, bon, où il y a des jardins irrigués. Ces jardins qu'on irrigue à l'ombre de l'Aïr, au-delà de la ville où se tient l'officier, là où les bœufs dressés mêlent leur beuglement au grincement aigu des cordes de doumier, où chante la poulie tandis que dans les puits, jusqu'au retour des pluies descendent les puisettes, où l'eau d'arrosement, dans les auges de bois, ruisselle en murmurant d'un bruissement sans fin. Toute l'image est admirable. Il y a une description là de ce que sont les jardins irrigués. Les beuglements des bœufs, l'eau qui ruisselle dans la corde, jusqu'au retour des pluies. Et au moment où les pluies reviennent, il n'y a plus besoin d'arroser. Mais là, la métaphore est développée sur elle-même. Il y a une évocation très belle, que je trouve très belle, des jardins irrigués. Il y en a beaucoup sur les pentes de l'Aïr. Là, le poète se laisse aller à la joie de développer sa métaphore. Et bon, c'est d'ailleurs intéressant sur le statut de cette poésie. Bon, il s'agit toujours d'un amant qui chante ses tourments. Bien entendu, dans la vie courante, c'est impensable qu'un homme gémisse comme il arrive au poète de gémir. Bon, on sait que c'est entre guillemets, que c'est de la littérature, et on goûte ça comme de la littérature. Alors, de façon assez amusante, des fois, les gens ont l'air de l'oublier. Pris, quand je faisais entendre des enregistrements, ou bien, oui, c'est surtout quand je faisais entendre des enregistrements. Parce que des fois, des gens viennent réciter des poèmes, mais on ne vient pas réciter ses propres poèmes. Je veux dire, c'est rare. Un poète, les grands poètes, parce qu'il y a des poètes qui ont une réputation d'être grands, qui effectivement le sont beaucoup, est entouré, ça c'est la même chose dans la poésie arabe classique, telle que c'est décrit par les auteurs, est entouré d'assistants qui se chargent de mémoriser ces poèmes et d'aller les diffuser. Donc il y a des gens qui connaissent le poète auteur d'un poème, mais ces poèmes se répandent très au-delà de la région où on les connaît. Il y a des récitants, puis aujourd'hui il y a des cassettes, bon, de sorte que pour beaucoup de gens, tout ce qu'on connaît du poète, c'est ses vers. Bon. Et donc, quand on entend des vers d'un magnétophone, des gens se promenaient avec des magnétophones, ou à la radio, parce qu'on diffuse, il y a des émissions de radio où on diffuse la poésie touareg. J'ai vu souvent les gens dire « Ah, le pauvre homme », plaindre le poète, oubliant que, pris comme ça, dans le feu et la beauté du poète, oubliant que, il s'agit quand même de littérature. Je pense que si le poète était là, on ne l'oublierait pas. J'ai vu, quand
j'ai vu des gens connaissant bien des corpus importants et réciter. Bon, on voit bien, c'est je récite de la poésie. Bon, la personne, le récitant est là, c'est peut-être pas l'auteur, mais le récitant est là. Bon, on sait que on récite de la poésie, c'est de la poésie, c'est de la littérature. Mais là, on a juste là, comme ça, une voix qui s'élève. Et du coup, on peut se laisser aller à oublier. Le seul contact qu'on a avec la voix qui s'élève, ça, c'est ce qu'il dit. C'est gémissement. On ne connaît de lui que ça. Un nom et des gémissements. Du coup, il y a l'espace d'un instant au moins, il y a une tendance à dire oui, vraiment, c'est lui qui souffre. À oublier que bon, il met en scène un narrateur. Bon, c'est poésie où il y a des thèmes obligés. Je veux dire, bon, on oublie. On oublie que le narrateur n'est peut-être pas nécessairement le porte-parole de l'auteur. Et ça, je comparerais ce qui se passe là, du fait de cette distance entre la personne du poète et son poème, ces poèmes qui se diffusent très au-delà de là où il est connu, bon, et qui fait que, assez, bon, au moins par instant, on pense que oui, c'est lui, c'est sa vie, il parle de sa vie. Ce qui est peut-être des fois le cas, mais on n'en sait rien. Et en tout cas, quand on entend quelqu'un réciter des poèmes, là, quand il est là, bon, il récite des poèmes. Bon. Je comparerais ça avec ce qui s'est passé avec la poésie des troubadours. Les recueils de troubadours qu'on connaît, on appelle les chansonniers, sont tous très postérieurs aux troubadours dont les poèmes sont recueillis. Le mouvement du trobar, de la littérature troubadouresque, sur lequel je me suis penché après avoir étudié la poésie touareg, c'est du début du XIIe à la fin du XIIIe, il y a 2 siècles. Et les chansonniers qu'on a, les recueils, les collections de poèmes, c'est à partir du début du XIIIe, mais les recueils du début du XIIIe recueillent des poésies de gens déjà morts. Et puis ça se prolonge après au-delà, et il y a beaucoup de recueils qui sont en Italie, donc on est loin du poète. Et ces recueils sont en général précédés d'une vida, de la vie du troubadour. Et cette vida consiste, ce qu'on dit de la vie du troubadour, on le puise dans les poèmes, pas ailleurs que dans les poèmes. Bon. Donc on reconstitue une vie du troubadour à partir des paroles qu'on lui attribue. Et c'est un peu, mais là c'est purement oral, ce qui se passe chez les Touaregs. Je veux dire, quand les gens parlent de tel poète dont on connaît les poèmes parce qu'on les a entendus à la radio ou autre, ce qu'on dit de lui, c'est ce qu'on a entendu dans ses poèmes, parce que par ailleurs on n'en sait rien, il est loin. Bon. Et du coup, c'est un peu là, je m'éloigne un peu de la poésie touareg, mais je suis toujours dans ce que j'ai fait après la poésie touareg, et c'est venu assez naturellement. Je sais que beaucoup de gens qui ont travaillé sur la poésie touareg présentent les vidas, cette apparence de biographie, comme quelque chose d'extraordinaire, un apax. On n'a pas d'exemple de ça ailleurs. Ben non, ça vient assez naturellement, quand il y a une distance entre le poète supposé, l'auteur supposé, et sa parole. Bon, c'est ce qui se passe chez les Touaregs, sans que ce soit écrit. Quoique maintenant, il y a des recueils écrits, donc ça... Je dirais avec à chaque fois, bon, je l'ai fait moi, et Karl Brass l'a fait, on fait une vida. Alors j'ai essayé de dire ce que je savais par ailleurs, mais ce que je savais par ailleurs, c'est ce qu'on m'en a dit. Enfin, bon, donc... Bon. Bon. Et par ailleurs, ça existe aussi avec la poésie arabe. Enfin, on a composé des vies de poètes arabes à partir de ce qu'il y a dans leurs poèmes. Bon. Donc sur ce point, les troubadours ne sont pas si... Le cas des vidas troubadouresques n'est pas si unique que ça. C'est-à-dire, ça correspond à un phénomène qu'on peut retrouver ailleurs dans l'histoire de la littérature universelle. Donc voilà ce que je peux dire de la poésie amoureuse. Il y a aussi la poésie guerrière, qui a son intérêt, qui est autre. Alors la poésie guerrière, son intérêt, comme je l'ai dit, c'est qu'elle nous apprend des choses sur ce qu'était l'univers politique dans lequel vivaient les Touaregs. L'essentiel des guerres dont il est question, c'est des guerres intestines, des guerres entre groupes Touaregs. Et notamment, le père de Foucault a recueilli pas mal de poèmes qui ont été composés dans les années 1870, où il y a eu de longs échanges guerriers, une longue suite de guerres avec des batailles entre les Touaregs du Hogar. Les Touaregs, il faut imaginer, ils sont au sud de l'Algérie, enfin le bas de l'Algérie, ça fait un triangle, ils sont au bas du triangle, et les Touaregs de l'Ager, qui sont sur les confins, les actuels confins algéro-libyens. Et il y a eu
vraiment une guerre qui a duré plusieurs années, qui a donné lieu à des échanges de poèmes entre les deux parties. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, même en temps de guerre, les poèmes circulaient d'un groupe à l'autre. Bon. Euh, alors c'est pas comme les invectives des guerriers homériques, c'est pas sur le champ de bataille qu'on s'invectivait, c'est que on compose des poèmes où il est question de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, ça arrive à l'autre, par quelle voie on ne sait pas trop, et l'autre répond. Et ce qui est, je trouve, assez extraordinaire, je trouve que j'ai été émerveillé quand je me suis plongé dans le recueil du Père de Foucault, et je me suis aperçu de ça, c'est que ça se répond des fois de mot à mot, c'est-à-dire qu'on voit, on a la preuve que tel poème composé par un tel est arrivé là, hein, à son destinateur, et le destinateur répond en reprenant le mot du poème. Il y a des conversations poétiques qui ont lieu comme ça. Et par ailleurs, où vraiment ils reprennent les termes, bon, ça va ensemble. Et ça prouve aussi d'ailleurs que les poèmes se transmettent assez bien, parce que ça a lieu dans les années 1870, c'est recueilli en 1907. Bon, ça aurait été extraordinaire parce que ça se déforme de telle façon que les réponses continuent à se répondre de part et d'autre. Ça veut dire que les poèmes se sont conservés fidèlement. Ils se répondaient au début, ils continuent à se répondre. Et d'ailleurs, j'en ai eu, bon, la preuve que ça circule assez bien, c'est que, bon, il se trouve que j'ai été à Tamanrasset il y a 2 ans. Bon, on m'avait demandé de participer à une émission, bon, de faire des commentaires, et la dame qui a fait ça, qui est une dame, bon, qui était une dame importante de la société algérienne, son mari était à l'époque Premier ministre, qui est une Kabyle, qui aimait bien les Touaregs et qui fait un travail intéressant sur la culture Touareg, et elle a recueilli des poèmes. Et l'un des poèmes qu'elle a recueillis, quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit, mais c'est extraordinaire ce que vous avez là. C'est mot pour mot, à un ou deux tailles près, c'est un poème recueilli par le Père de Foucault, composé en 1902, après les premiers échanges guerriers avec les Français, et le poème s'était conservé mot pour mot, il y a un ou deux changements. C'est même pas sûr que ce soit l'infidélité de la mémoire orale, c'est peut-être bien que l'auteur a donné plusieurs éditions de son poème, ça peut arriver. Bon, mais en tout cas, en dehors de ce un ou deux mots, ça s'était conservé. Bon, les poèmes se conservent bien. Ils ne remontent pas à des siècles, hein, mais je veux dire, là, c'était quand même entre 1902 et 2016. Du coup, il n'y a pas de problème. Entre les années 1870 et 1907 ou pour recueil, ou Foucault recueil, il n'y a pas de problème. Alors, je peux donner un exemple d'échange entre gens qui se font la guerre. Alors, il y a quelqu'un qui est donc du côté du Hogar et qui s'adresse à un de ses adversaires qui s'appelle Rothman. Non, pardon, je me trompe. C'est quelqu'un qui est du côté de l'Algérie, donc des gens qui sont sur les confins algéro-libyens, qui s'adresse... Attendez, on arrête là parce que je suis en train de m'embrouiller. Alors, à côté de la poésie amoureuse, il y avait donc des poésies guerrières recueillies par le Père de Foucault, dont j'ai expliqué que j'avais des raisons de croire qu'elles s'étaient transmises assez fidèlement depuis l'époque où elles avaient été recueillies. Et par exemple, j'ai donné un exemple de ce à quoi ça pouvait correspondre. Hein, c'est des poèmes composés à l'époque justement d'une guerre entre les gens du Hogar et les gens des confins algéro-libyens, les gens de l'Algérie, hein, bon, Hogar contre Algérie. Alors voici un poème où le narrateur, qui est quelqu'un du Hogar, s'adresse au fils de la Ménocale, donc du chef suprême des Touaregs du Hogar. Donc là, quelqu'un du Hogar s'adresse à un de ses compagnons d'armes. Bon. Et il lui dit, Rothman, abaisse ton voile sur tes yeux, toi qui vas sur ta pouliche entraînée, nourri de lait, rongeant son mort, commande en roi ce qui te plaît, nous te ferons une muraille de nos corps. Puis le poème continue. Bon. Il y a une bataille, c'est avant la bataille, il y a une bataille, les gens du Hogar sont défaits. Et Rothman est tué au cours de la bataille. Bon. Et un homme du parti adverse, de l'Algérie, Achenna, répond en disant Al-Ralem, c'est-à-dire qu'il s'adresse à l'auteur du premier poème. Donc il le connaît par son nom, enfin, Al-Ralem. Al-Ralem, la muraille que tu te vantais de faire a été mise en pièces. Rothman, tu l'as laissé mort sur la colline, tu n'as pas tourné la tête vers lui quand il est tombé. Donc là, c'est vraiment un poème qui répond à l'autre. Alors 2 ans plus tard, les gens du Hogar prennent la revanche
Et El Ralem, qui était le compositeur du premier poème, qui s'était adressé à Othman, s'adresse à Achenna. Bon. Et il dit: Achenna, ton cri de triomphe est retombé à terre. Toi qui abandonna Trelift, c'est un homme inconnu là, abandonna Trelift, t'es enfui en courant. Il lui répond presque mon poumon, toi aussi tu t'es enfui en courant, en laissant quelqu'un mort. Bon. Mais Achenna répond: lesquels là, Hagar, donc les gens du Hogar, ils ne nous ont vaincus que par ruse et par une multitude égale à celle des mouches. Nous avions beau en chasser et en faire fuir jusqu'au sommet des collines. Leurs frères qui arrivaient derrière eux les ramenaient vers nous au combat. Ça, c'est donc l'homme de l'Algérie qui répond. El Ralem lui répond encore: ton dire a été reconnu faux, Achenna. Où est la multitude par laquelle nous vous avons vaincu? Notre victoire, c'est l'aide de Dieu qui nous l'a donnée. Bon. Donc là, je trouve ça, c'est d'un précieux extrême. C'est-à-dire qu'on a la preuve que les gens... Et là, d'ailleurs, Foucault le dit, les échanges guerriers s'accompagnaient d'échanges poétiques. Bon. Et là, on le voit. Bon. Alors, il y a d'autres exemples de poèmes qui se répondent déjà les uns aux autres. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ça prouve que on se faisait la guerre, mais on se parlait. On se parlait, pas pour se dire des gentillesses, on se parlait. Mais ça veut dire qu'on était du même monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des cas où un poète d'un parti donné s'adresse non pas aux combattants adverses, mais aux dames de l'adversaire. En disant, vous allez voir, et il s'adresse à telle ou telle dame, en disant, vous allez voir, ils vont avoir honte devant vous. Enfin, bon, on les connaît. Je veux dire, les gens se connaissent par leur nom. Bon. Et parce que un certain nombre de poèmes aussi sont des poèmes où le poète s'adresse non pas à l'adversaire, mais s'adresse à ces dames, aux dames en disant: je reviendrai vers vous, et je reviendrai vers vous, vous me jouerez du violon. Ou bien on dit à un de ses compagnons: tu reviendras, elles te joueront du violon, parce que c'était comme ça que ça se passait, semble-t-il, lorsque le guerrier revenait glorieux du combat, les femmes leur jouaient du violon. Déjà, elles leur jouaient du violon quand ils partaient, pour leur donner du courage. Bon. Donc les hommes dans les poèmes, ils se décrivent comme partant avec le souvenir de l'air qu'on a joué, et dans l'espoir à nouveau de réentendre leur violon à leur retour. Il y a même un cas, ça donne une idée du raffinement, qui n'exclut pas la cruauté, parce que ces guerres, c'était des guerres quand même. Bon, mais du raffinement auquel on pouvait arriver, dans toujours ces guerres entre les gens du Hogar et les gens de Alger. Il y a un cas où les gens de l'Alger sont arrivés dans un campement et ont trouvé un violon célèbre, nous dit le père de Foucault. Le violon d'une des grandes dames du Hogar, c'est-à-dire qu'on savait que c'est le violon d'une telle. Et peut-être son nom était écrit, ça, c'est très possible. Et ils l'ont pris, l'ont ramené comme un trophée, l'ont ramené en triomphe. Bataille plus tard, un guerrier plein de bravoure du Hogar retrouve le violon et se décrit dans son poème ramenant en triomphe le violon de Taralit. Là, on a vraiment... Bon, c'est pas qu'on a fait la guerre pour un violon, mais ça faisait partie des choses qu'on pouvait chanter dans les poèmes. Bon, là aussi, ça donne... Bon, je comprends que les Touaregs à ce point fasciné les premiers qui ont été en contact avec eux, bon, notamment Henri Duveyrier, qui est le premier, c'est en 1864, c'est un peu avant, qui est le premier à avoir séjourné quelque temps chez les Touaregs. Il a vu ce raffinement. Bon, il n'a pas recueilli grand-chose comme poème, mais ça correspond à un certain climat. Bon, à l'époque où j'étais chez les Touaregs, il y avait, Dieu merci pour eux, pas de guerre, mais il y avait ce climat de raffinement, qui s'exprimait dans la poésie notamment, qui s'exprimait dans la façon, alors on ne peut pas parler de galanterie, mais dans la façon dont les hommes savaient que les femmes étaient maîtresses de la tente, et que bon, c'est comme ça. Bon. D'ailleurs, je me souviens, oui, quand j'étais au tout début avec Moussa, au tout début, là, c'était vraiment, on était encore à Agadez, on préparait notre affaire, et on était dans un café, il y avait une serveuse qui était une fille venue du sud, de plus au sud, et puis le serveur aussi, enfin l'un des employés du café, qui étaient des gens venus de plus au sud, et à un moment, le serveur se fâche, ils ont des mots entre eux, et il lève la main. Bon, il n'a rien fait de plus, c'est pas pensable qu'il fasse plus, et Moussa était horrifié. Ça, mais c'est pas pensable. Je veux dire, chez nous,
D'abord, c'est pas imaginable, mais ce genre de choses se passerait. D'abord, ça serait le divorce immédiat. Une femme, le mari ferait le geste là, la femme prend ses affaires, elle rentre chez elle. Se dirait, c'est sans recours. Enfin, bon, Euh, bon, donc ça fait aussi partie de la société touareg et bien, la façon dont les hommes chantent les louanges des dames aimées dans leurs poèmes, c'est l'expression je veux dire, littéraire, bon, et hyperbolique de quelque chose qui est, je ne crois pas enjolivé quand je dis ça, qui est présent dans cette société. Et par exemple, je me souviens d'une conversation que j'avais eue, j'avais été un peu chez les Keloé, donc j'avais dit, j'étais revenu un peu chez les Keloé, mais là j'avais passé, c'était pas du tout à Atri, ce village malheureux, là, bon, où j'avais eu une expérience malheureuse au départ, c'était à Dabaga, j'avais passé quelques temps chez ces gens-là, et, et, et- et quelqu'un, alors souvent les gens s'amusent à vous mettre dans l'embarras. Et ils me disent, quelle est la plus belle, la tente des Kelferoine ou la tente des Keloé? On était sous une tente. Alors, il y a quelque chose qui est, c'est pas toujours vrai, mais c'est un peu les mêmes tentes, hein. Mais ce qui se passe, c'est que les lattes, ces fameuses lattes qui sont faites avec des racines chez lesquelles Ferroine, c'est fait avec des nervures. Il peut y avoir des palmes de doum, des palmes de palmiers doumiers très longs qui durcissent, ça suffit pour faire des lattes. Par contre, chez les calféroines, c'est des racines, et même dans certains cas, c'est les racines d'un arbre particulier, Thermomeria, c'est des racines torsadées. Ça a beaucoup de prix, bon, ça ne se trouve pas partout, ça vient du sud, il faut les acheter, bon, les faire préparer par des artisans, bon. Ça donne du prix à la tente et c'est assez beau. Du coup, là, je me trouvais dans une tente de Callaway avec ces tentes de nervures de dos. Pas... Et alors, j'aurais été, et pas très longtemps que j'étais là-bas, j'aurais été plus ancien, je veux dire, bon, j'aurais essayé de tourner la chose. Bon, en disant, oh, elles sont belles toutes les deux, bien sûr, chez eux, ils ont des racines de thermomia, mais c'est normal, ils habitent plus au sud. Enfin bon, bien bon. Parce que j'avais le choix entre ou bien être vexant, parce que mon hôte savait très bien que la tante des Kelferon était plus belle. Donc, ou bien je paraissais comme un blouseux qui était incapable de dire la vérité, mais alors là, je le vexais. Bon, j'ai pas su faire face aux deux obligations. Bon, dit oui, quand même, la lotte, je crois qu'elle est un peu plus belle. Bon, c'est bon. Et là, il répond, piqué quand même. C'était la réponse qu'il attendait, mais un peu piqué. Il dit, oui, leur tante est plus belle, mais nos tantes, les femmes, les hommes n'y entrent pas. Ce qui veut dire nos femmes sont fidèles. Sous-entendu, les femmes de Kelferoine, oh là là. Et alors là, bon, les femmes mariées quand même, non, elles font gaffe. Je veux dire, bon, il exagère. Bon. Mais en tout cas, ce qui est... Alors là, un gars continue, enfin, la conversation continue là-dessus en disant, décrit ce qu'il en est chez les Kelferoine et dit, voilà, bon, toi, tu pars en voyage, tu vas travailler, tu as fait un voyage, tu as acheté des choses, tu as travaillé, bon, tu reviens, il y a ta femme qui est là, bon, tu as un type qui est assis sur ton lit, qui est en train de faire le thé, là, il a ta taillère, il fait, bon, et ça rentre, ça sort, toi, tu t'assieds devant la tente, tu es là, ça rentre, ça sort devant toi, bon, bon, voilà, bon, et voilà, voilà comment un Keloé présentait la tente des Kelferoine. Bon, mais c'est une manière très, bon, bien entendu, moqueuse, et bon, de dire, mais un homme, il n'est qu'un hôte dans la tente. Il n'est qu'un hôte dans la tente, ça fait partie, c'est comme ça. Bon, c'est pas sa tente, c'est la tente de sa femme. J'ai jamais vu de cas correspondant à ce qu'il me décrit, mais les femmes sont maîtresses de leur tente. Bon, ce qui contribue à rendre cette société intéressante. Et d'une certaine manière, dans la poésie, bon, je dis que la poésie est une expression hyperbolique, enfin, de ce statut accordé aux femmes, mais il y a d'une autre manière, dire, dans la poésie, le poète est loin de la tente de la femme aimée, il est loin des tentes. Il est loin des tentes. Le narrateur, il est dans les solitudes, loin des tentes. Un peu comme les hommes le sont. Enfin, ils sont pas de plein pied dans la tente. Et bon, comme quand ils sont divorcés, des fois, ils sont loin des tentes. Bon, il y a une expression littéraire de quelque chose qui est présent dans le jeu social. Bon, en tout cas, voilà bon, le genre de choses que j'évoquais dans ce deuxième livre. Bon. Qui avait bon, un double intérêt pour moi, c'est que d'abord, ça me permettait
de me convaincre que j'étais capable d'écrire un livre qui soit autre chose qu'un livre d'algèbre, enfin, je veux dire, bon, qui soit une image plus fidèle de ce qu'est effectivement la vie en société, enfin, dans cette société-là en tout cas, et qui m'avait amené aussi à traiter des choses bon, que j'avais eu beaucoup de joie à recueillir. Bon, les poèmes, j'ai eu beaucoup de joie à les recueillir, beaucoup de joie à les traduire. C'était un gros travail, mais un travail que j'ai fait, bon, qui a été long, que j'ai fait dans la joie. Alors, mon recueil de poésie, il a paru avant, hein, il a paru en 92. Mais disons, je donnais le recueil brut. Et ces commentaires, les commentaires que je viens d'évoquer ici, c'est venu plus tard, c'est venu en 2000. Et j'ai l'impression qu'au bout du compte, ça peint pas tout de la vie des Touaregs. Bon, j'avais perdu l'illusion de la monographie exhaustive. D'ailleurs, ça s'était passé de mode dans l'anthropologie de l'époque. Bon. Mais ça, j'ai l'impression d'avoir rendu assez bien quelque chose qui est présent. C'est pas tout de la société des Touaregs, mais c'est quelque chose qui est présent. C'est cette culture de l'art du bien parler. Bon. Dans la conversation de tous les jours, dans la poésie, et aussi, parce qu'il y avait un chapitre qui était consacré à l'organisation politique, et aussi à quel point ça, bon, ça a un lien avec la structure sociale. Le Touareg par excellence, c'est le Touareg noble sans doute, mais être noble, c'est aussi savoir parler correctement. Faire une gaffe verbale, être un peu grossier dans sa manière de parler ou manquer de raffinement, c'est ne pas être Touareg. Bon. Donc c'est ça que j'avais essayé de rendre dans ce livre. Mais déjà au moment où je crois que je finissais d'écrire ce livre, oui, il me semble, j'avais de nouveaux chantiers qui commençaient à s'ouvrir. C'est d'une part un travail comparatif sur la poésie touareg et la poésie des troubadours, et d'autre part un travail, alors là, biographique, sur le père de Foucault, à qui je devais, à qui on devait de toute façon les poésies guerrières, là j'en avais pas d'autres, et on devait aussi des poésies amoureuses que j'avais traitées dans mon livre, hein, dans mon livre Jean de Parole, en même temps que les poésies que j'avais recueillies. Donc ça, c'est le travail dans lequel je me suis orienté à cette époque. Alors, le livre sur les troubadours, j'en ai dit quelques mots, hein, déjà. Ce qui amenait naturellement la comparaison, n'est pas seulement que c'est une poésie amoureuse, oui, bien sûr, mais c'est aussi que c'est une poésie de l'aimée lointaine. Bon. Il y a, on pense un peu, c'est vrai, en écoutant certains poèmes touareg, à Geoffrey Rudel. Enfin, Geoffrey Rudel, il va vers la terra lontana, la terre lointaine, comme le narrateur de la poésie touareg va vers la tente lointaine, qu'il atteindra ou qu'il n'atteindra pas. Bon. Par ailleurs, il y a, comme je l'ai dit, ce fait que les vies des Touaregs que nous connaissons, les vies des troubadours que nous connaissons, bon, qui s'appellent dans la littérature les vidas, on a repris le terme occitan, elles sont, tout comme ce que les Touaregs disent de leurs poètes, elles sont composées à partir de leur poésie. Donc en réalité, elles ne nous apprennent rien sur les poètes qui ne soient pas déjà dans leurs poèmes. Du coup, elles ne sont pas des documents biographiques très fiables. Ça. Bon, je me suis aperçu qu'il y a certains, bien que les gens le disent, il y a certains médiévistes qui se laissent prendre au jeu. C'est tentant, enfin, c'est bon. C'est exactement même genre d'erreur qu'on fait. Un peu de la même manière que des fois les Touaregs, quand ils entendent des poèmes, plaignent le poète, oublient que, oui, attention, c'est un poème. Bon, il fait de la littérature, le poète, il compose un objet verbal. Et de même que nous-mêmes, je veux dire, qui d'entre nous n'est pas tenté de penser, quand il a fini de lire La Recherche, que le livre qu'il vient de lire, c'est le livre que le narrateur est en train... Je veux dire, à la fin, le narrateur nous dit, ça y est, je commence à écrire un livre. Ben, c'est le livre qu'on vient de lire. Si on regarde de plus près le texte, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, et Proust n'a jamais
c'est de le dire, on dit attention, c'est un type qui dit je, c'est pas moi, puis en plus, non, c'est pas. Bon. Donc c'est une faute qu'on fait assez naturellement, je veux dire, bon. Euh, qu'appelle, qu'appelle un texte littéraire où le narrateur dit je. Bon. Que ce soit dans la poésie troubadouresque, que ce soit dans la poésie des Touaregs, que ce soit dans la recherche du temps perdu, que ce soit dans la poésie arabe archaïque. Donc de ce point, ça m'a donné envie de les regarder toutes ensemble. Et par ailleurs, ces poèmes guerriers, où on voit des gens des deux parties qui s'adressent des invectives. Elles ne sont pas lancées sur le champ de bataille, mais ils s'adressent des invectives. Il y a quelqu'un à qui ça fait irrémédiablement penser, c'est à Homère. Bon. Sauf que là, c'est sur le champ de bataille qui s'adresse des invectives. Bon. Ça m'a amené, pas seulement ça, mais ça m'a amené à réfléchir à la poésie homérique. Et j'y étais venu, il se trouve que bon, j'avais eu à faire un séminaire sur la littérature orale, et pour nourrir ma réflexion, parce que je ne voulais pas juste me contenter, c'est ce qu'on attendait de moi, mais je ne voulais pas m'en contenter, parler des poésies que j'avais recueillies, ou des poésies de la région où j'étais. Je voulais un peu réfléchir plus généralement sur l'oralité. J'étais tombé sur un livre, alors ça c'est un des grands livres que j'ai lu. Il y a eu les structures élémentaires de la parenté, il y a eu Homo hierarchicus, oui, il y a eu un livre, une thèse soutenue et publiée en 1928, c'est l'épithète traditionnelle chez Homère de Milman Parry. Je me souviens d'avoir lu ça dans l'Exaltation, c'était à la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'était pendant les vacances de Noël, j'avais vite, il fallait que j'y prévare, mon séminaire, il fallait que je nourrisse au fur et à mesure de semaine en semaine. Là, bon. Et c'est assez curieux, je m'aperçois en parlant que c'est à chaque fois un peu des livres assez algébriques. Mais pas seulement, parce que c'est quand même, surtout pour Paris, c'est un livre algébrique, mais qui parle d'Homère. Alors, le livre de Paris parle de ces fameuses épithètes homériques. On les connaît tous, hein, c'est les principaux héros, et même les héros qui sont très secondaires, apparaissent comme flanqués d'une épithète qui revient toujours. Achille est invariablement au pied léger, Ulysse est invariablement ayant beaucoup souffert, etc. Bon. Et il a traité ça, et ce qu'il montre, et ce que j'aime, quand j'en parle à mes étudiants, j'aime décrire ça comme le théorème de Paris. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le stock d'épithètes est à la fois minimal et maximal, en un sens très précis. C'est-à-dire que ces poésies, on l'avait un peu aperçu avant lui, mais c'est lui qui l'a montré de manière systématique. Elles ont un rôle métrique bien précis, c'est-à-dire que les épithètes. Les épithètes, ça sert, il y a des césures dans les hexamètres dactyliques, il y a des césures, et les épithètes, si on regarde pour les sujets, donc au nominatif, ça sert à meubler l'espace entre une césure et une extrémité de vers. Alors il y a plusieurs césures possibles, il y a donc plusieurs colons, on appelle ça, hein, un espace entre une césure et une extrémité de vers. C'est en général entre une césure donnée et la fin, mais dans quelques cas entre une césure donnée et le début. Et suivant la césure, il y a l'épithète qu'il faut. Suivant l'espace que j'ai à combler, c'est pas la même épithète. Ulysse, par exemple, s'il est entre une certaine césure qui est, si je me souviens bien, la césure féminine, il est invariablement polutlas dios odysseus, le divin Ulysse ayant beaucoup souffert. Et ça même dans l'Iliade, où il n'a pas plus souffert que ses camarades. Effectivement, il a souffert il a souffert dans l'Odyssée plus que les autres, mais dans l'Iliade, il souffre. Non, ça ne veut pas dire qu'il souffre plus au moment où ça paraît, ça veut dire que, voilà, Ulysse au nominatif doit avoir une épithète qui correspond, à telle césure de verbe. Si c'est une autre césure, il sera autre chose. Il sera polytropos, ptoliportos, ayant détruit beaucoup de villes. Donc en fait, les épithètes jouent un rôle métrique. Et alors, il donne la liste totale des épithètes et il s'aperçoit qu'il y a très peu de double emploi. Il y a très peu de cas où il y a deux épithètes
qui peuvent s'intervertir. Non, pour une césure donnée, pour un colon donné, il y a une épithète donnée, pas plus. Bon. Et il y a très peu d'épithètes manquantes. Ce qui veut dire que c'est maximal. C'est-à-dire il y a ce qu'il faut pour que les héros apparaissent dans toutes les positions métriques possibles. Et c'est minimal au sens qu'il n'y en a pas une de trop. Les cas où il y en a une de trop sont très rares. Bon. C'est ça que je traduis en disant, c'est bon. Mais je trouve que la démonstration est vraiment une démonstration d'algèbre. La thèse est assez courte. Et bon, il a écrit, il est pas vieux. Il a moins de 30 ans. Bon, il a soutenu ça à Paris. Sous la direction, c'est Auguste Meillet. C'est une thèse géniale. Enfin bon. Et ça m'a ouvert. Bon. Alors du coup, je sais que j'avais écrit un petit article pour essayer de voir si c'était pas un peu pareil chez les Touaregs. Il y a un peu des phénomènes de ce genre-là chez certains poètes, mais pas nécessairement parce qu'il n'y a pas besoin, pour des raisons que je pourrais expliciter, j'expliciterai à un autre moment.